Ouh là là, eh ben, d'abord dans le milieu du théâtre, en fait, j'ai fait tout simplement un stage comme on pourrait faire dans n'importe quel métier. J'ai eu la possibilité de faire un stage de théâtre dans une compagnie qui s'appelle le Théâtre du Campagnol. Et en fait, c'était un stage avec un spectacle à la clé. Donc, il y avait des amateurs. Je faisais déjà des cours de théâtre. Mais dans ce stage, il y avait des gens comme moi qui avaient 19-20 ans. Il y avait une femme qui avait 70 ans. C'était des amateurs qui venaient de différents endroits, milieux, voilà. Donc j'ai fait ce stage-là. Et en fait, cette compagnie nous a engagés, moi et 3 autres comédiens, pour être comédiens à part entière dans cette compagnie. Donc on a commencé à apprendre à essuyer les plâtres, entre guillemets, de notre métier et à être dans cette compagnie pendant, on est resté 3 ans, je crois. Voilà, c'est là que j'ai commencé vraiment à apprendre mon métier. Alors avant ça, j'avais pris des cours de théâtre classique dans des conservatoires d'arrondissement à Paris. Et puis en fait, moi j'ai eu beaucoup de chance dès le début. J'en ai moins maintenant, je veux dire par là que je travaille beaucoup moins. Mais en fait, tout s'est fait très 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 rapidement. Ce stage, j'ai rencontré un agent. Donc je suis rentré dans une agence artistique qui a commencé à me faire travailler comme comédien, donc à faire un peu de cinéma, un peu de théâtre. Enfin voilà, ça a très vite démarré. C'était en 1987. Vous n'étiez pas là. Non. Voilà comment ça s'est passé au début quoi. Bah, moi j'ai tendance à dire que enfin, je vais dire une bêtise, c'est pareil et pas pareil, c'est-à-dire que c'est pas le même support, tout simplement. C'est-à-dire que, évidemment, le théâtre, tu as le public, donc tu as une interaction immédiate. C'est-à-dire que, alors évidemment, plus la pièce, on va dire, est drôle, comique, humoristique, plus évidemment tu as un retour direct. Moi, ça faisait très très longtemps que j'avais pas joué, là, mais j'ai joué là en 2019 une pièce qui s'appelle Jo, qui est une pièce de boulevard. Mais c'est complètement fou. Enfin, genre, tu vis pas ça sur un plateau. Alors, sur un plateau de cinéma, tu sens bien que les gens ont pu aimer une scène dans laquelle tu joues éventuellement et te faire. T'as quelqu'un qui va te faire un petit signe, mais les gens t'applaudissent pas à la fin d'une scène, tu vois. Enfin, ça arrive pour des grands. Et là, au théâtre, ben, c'est direct. C'est-à-dire que c'est des rires, c'est des applaudissements. Et alors, tout ça, c'est pas forcément le premier jour, mais en plus, le théâtre peut changer les choses au fur et à mesure. Alors, discrètement, plus ou moins seul. Soit c'est avec le metteur en scène, soit c'est les petits trucs que tu rajoutes. Donc, tu as une sorte de travail continu. Ça, c'est assez extraordinaire de dire, tiens, ce soir, j'étais pas forcément content, mais demain, je vais essayer de pas faire autrement. Hein. Tout n'était pas complètement libre, mais de changer quelque chose. Alors que le cinéma, mais c'est tout aussi excitant, mais c'est autre chose. Tu as une prise, 2 prises, 3 prises, 4 prises, ça dépend. Et puis, c'est fini. Tu peux pas te rattraper. Alors tu peux être sauvé au montage par un metteur en scène super qui va t'aider à être meilleur parce que ça arrive. Des fois tu es sauvé parce qu'il y a une scène où tu es moins bien, donc on va être sur le partenaire et puis voilà. La différence, elle est quand même là. T'as un public présent et puis le théâtre aussi, la grande différence, le théâtre, tu répètes. Tu as 1 mois et demi de répétition, par exemple, en gros, et 1 mois et demi de jeu. Je dirais que le moment où tu répètes, c'est quand tu passes un casting. Le casting, tu fais un essai, c'est la première fois que tu travailles le rôle. Et puis, il y a quelques metteurs en scène, oui, avec qui tu travailles un petit peu quand il y a des scènes chorales, mais le jeu, il est le même, à part que, évidemment, au théâtre, tu dois porter. Il faut quand même qu'on t'entende. Il faut que le mec qui est tout là-haut au balcon, bah, il t'entende. Au cinéma, tu as un micro HF, tu as une perche. Après, il y a un plaisir différent. Il y a un plaisir et de porter et d'être devant du monde. Alors, est-ce que c'est un plaisir narcissique? Je sais pas, mais de partager ça avec du monde, c'est quand même vachement agréable. Et au cinéma, tu as quand même du monde. Tu as toujours 30 personnes derrière la caméra qui sont là, la maquilleuse, le cadreur, la script. Donc, tu as une sorte de t'as des spectateurs quand même. Et vraiment, c'est-à-dire que tu joues un peu quand même aussi pour eux. Enfin, il y a ce plaisir de. La différence, elle est évidemment, c'est l'envergure. C'est tout d'un coup, tu es dans une salle fermée et tu joues d'un truc très intime et c'est très agréable aussi. Et puis tout d'un coup, tu vas jouer une scène très intime, mais dans un théâtre de 800 personnes, et bien évidemment, tu vas être obligé de quelque chose de pas naturel, justement, d'être beaucoup plus en force, j'aime pas le mot, mais de porter. Donc ça, c'est un truc qui s'apprend quand même, tu vois, plus tu fais de scène, plus tu apprends à jouer doucement fort, quoi, je sais pas comment te dire, mais... Ouais. Oui, c'est une histoire d'expérience. Quand tu as un bon metteur en scène qui te met bien en scène, bah, tu sais, tu as un niveau, tu as souvent des assistants qui sont là, justement, souvent, qui sont là, qui montent, qui disent, ah non, là, fais attention, t'entends pas très bien. C'est quand même bien qu'on t'entende, quoi, tu vois.
Eh ben, c'est bien comme question parce que c'est, ben, en même temps, là, c'est pas forcément contradictoire, mais en même temps aucune et en même temps totale. Alors, je vais essayer d'expliquer. Aucune, c'est-à-dire que quand tu passes un casting, tu passes un casting classique, on te donne un texte, tu dis tiens, on se revoit dans une semaine, 3, 4 jours, tu apprends ton texte et puis tu as un truc, tu as une partition. Là, tu n'as pas de partition. Alors, déjà, t'as un cadre. Il faut dire ton texte, à toi d'interpréter, tu viens avec une idée ou pas d'idée, enfin bon voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, moi quand je découvre le texte, on me donne le texte au dernier moment, ce qui est un peu étonnant. La casting me dit ah, non, non, mais tu viendras, tu verras. Tu diras, ah bon, je verrai quoi qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Et puis moi, je connais pas Alexandre Astier. Enfin, il n'est pas connu à l'époque. Je l'ai pas. Donc je découvre le texte et je vois vraiment, Arthur, Roi Burgonde, des P, PFFF. Donc bon déjà, je dis merde. Bon, je veux bien ne pas jouer que du Shakespeare, mais bon, des P, des machins, c'est pas génial, quoi. Alors si t'as 3 ans de Camelot derrière. Tu dis, ok, moi je suis prêt à faire n'importe quoi avec Alexandre Astier, mais là, ça t'ennuie un peu. Et puis finalement, je me prends au jeu, donc je fais le truc, donc tout ça est très cadré. Et finalement, tu t'amuses dans ce n'importe quoi qui est des paix, des machins. Et puis, quand même, tu lis le texte, tu comprends. Donc, tu comprends que c'est un mec qui est en train d'essayer de comprendre ce qu'on lui raconte. Enfin, c'est deux mecs qui se comprennent pas, quoi, comme toujours dans Camelot, quoi. Et puis finalement, bah, tu joues. Puis là, tu as quelques années de métier derrière toi. Tu as fait un peu d'improvisation, parce que là, finalement, c'est presque de l'impro, pas dans le texte, mais il faut habiller tout ça. Je reviens à ta question, mais c'est-à-dire qu'en même temps, c'est très cadré, parce qu'il faut dire les mots. Il faut dire les mots après telle personne qui a dit tel mot. Moi, dans le premier épisode, l'interprète, je suis au taquet comme un bleu, hein, mais j'écoute ce qu'il dit. Il dit, ah là, oui, là, après tel mot, je dois dire, après interprète, je dois péter. Enfin, tu vois, c'est complètement... mais je suis très concentré à ce que je fais. Et en même temps, j'ai un gars qui s'appelle Alexandre Astier qui me laisse complètement libre de mes gestes, des trucs comme ça que je fais qui sont n'importe quoi, de mes paix douloureux. C'est moi qui en reviens toujours aux paix, mais c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, traverse dans mon petit esprit de comédien, je dis, mais je vais pas péter, évidemment. Moi, Guillaume Briat, je vais pas péter. On m'a pas mis un coussin péteur, ils n'en sont pas là. Donc je dis, mais il faut qu'on montre que le mec, il pète. Et au moment, quelque part où je me dis ça, je dis, mais ce mec, en fait, il doit souffrir. Il est à cheval toute l'année, il doit pas manger que des haricots verts, ça doit faire... Donc quand il pète, c'est presque une maladie, quoi. Donc voilà, je souffre. Et ça s'arrête là, c'est tout. Sauf que ça le fait, comme on dit, ça a l'air de le faire, quoi. Je dis, ah oui, effectivement, c'est organique, quoi, voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est en même temps très cadré, et dans ce cadre, finalement, tu es totalement libre. Jusqu'à ce que le metteur en scène te dise, il ne te le dit pas, parce qu'Alexandre, il n'est pas comme ça, mais te disent, pas c'est nul à chier, mais te disent, bon, ben, on va la refaire. On va la refaire, on va la refaire, on va la refaire. Bon, si tu te le dis 5 fois, tu dis, bon, c'est peut-être nul, mais c'est souvent ça. Il y a beaucoup de... Enfin, je ne vais pas comparer avec d'autres métiers, mais des métiers où finalement c'est très cadré, mais dedans, comme un cuisinier, c'est très cadré. Un steak frites, c'est un steak frites. Mais toi, tu vas faire tes frites comme ci, ton steak comme ça, et ben, je sais pas pourquoi c'est meilleur que la brasserie d'à côté, quoi. Pourtant, c'est à peu près les mêmes ingrédients, quoi. Bah ça c'est cette fameuse phrase qui est géniale. Enfin, toutes ces phrases-là, j'allais dire ces phrases françaises, c'est-à-dire que le roi Burgonde sort. Je sais pas que maintenant j'ai compris ce que ça veut dire, mais j'ai beaucoup d'affection finalement pour ce personnage et j'imagine qu'il a autour de lui des gens qui ont voyagé, qui sont revenus, qui ont sorti eux-mêmes ces phrases. Ou peut-être qu'il a un vieux poète dans sa troupe qui lui sort des trucs, la fleur en bouquet, fan et jamais ne renaît. Bon, il a dû l'entendre, il a dû le... Et puis, comme il a peut-être une bonne mémoire, il ressort des phrases comme ça. Mais en fait, jamais dans le bon contexte. Et c'est ça qui est génial avec le roi Burgonde, enfin moi je trouve, je parle du texte, hein, je parle pas de l'interprétation, c'est que des fois il dit des trucs, on dit ah ouais, ça y est, il a compris. Puis en fait, la phrase d'après, on comprend qu'il a rien compris du tout à ce qu'il dit, quoi. C'est comme dans le film, il dit la guerre est une illusion, tu crois, oh, le mec il est en train de dire un truc un peu philosophique, puis après il dit la guerre est un salsifis. En fait, il a rien compris. Enfin, illusion pour lui, ça veut dire patate en fait. Tu vois, illusion, c'est pas du tout illusion. Illusion, c'est que ça fait beau, mais en fait, peut-être c'est peut-être un. Oui, c'est ça, c'est un poireau ou ça pourrait être un autre mot.
Ça, je trouve ça génial. Il y a, alors, Perceval, c'est dans un autre genre, hein, mais Perceval, pour ça, c'est extraordinaire, ce personnage. Justement, on ne sait jamais. Alors, il est très intelligent, pour le coup, mais comme il a une façon de s'exprimer un peu. C'est un enfant, quoi. Il est dans un. C'est pas au comédien de jouer ça. Je sais pas comment te dire. C'est que le texte, il est là. Il faut le jouer au premier degré. Faut pas faire. Enfin, de toute façon, faut jamais être. Je pense, faut jamais croire qu'on est plus intelligent que son personnage. Faut pas pléonasmer sur ce truc-là, quoi. Et puis d'ailleurs, moi, quand je le joue, vraiment, la guerre est une illusion, la guerre est une stratégie. J'y vais franco, c'est après que je me dis, mais ah oui, mais en fait, c'est ça, il comprend rien à ce qu'il dit. Ma pièce de couvert, bah, c'est Couillère, sans doute. Enfin, en tout cas, c'est le premier couvert qu'il apprend, le nom de couvert qu'il apprend. Ça aussi, c'est très drôle. C'est-à-dire que, ok, on part sur comment on dit cuillère, donc, ok, puis après, il ressort cuillère, mais dans un contexte qui n'a rien à voir. Donc on se dit, mais en fait, est-ce qu'il a bien compris que cuillère, c'est un objet qui lui sert à bouffer, tout ça? Et après, il dit cuillère, il appelle comme ça. Il dit, ah oui, et peut-être qu'il croit que c'est un cri ou un truc pour appeler les gens. Enfin bon. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pas écrit. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui le pense là maintenant, c'est plus facile après 20 ans, 10 ans. Mais il y en a pas mal hein, de personnages comme ça. Le personnage de Brice Fournier aussi, le frère de Cadoc, de Caradoc, pardon. Où elle est où la poulette? Enfin, genre, qu'est-ce qui, enfin, mais ils sont pas tous. C'est pas des cons finis. Il y a toujours, ils ont leur intelligence, ils ont leur façon de fonctionner. Donc ils sont, j'allais dire, ils sont sauvables. Enfin, on peut estimer ils ont le droit de parler un peu. Voilà. Bah bon. Bah ça s'appelle un gros cadeau. C'est-à-dire, ça se passe tout simplement qu'Alexandre un jour m'appelle en me disant, voilà, on a pensé à toi peut-être pour faire des essais. Enfin, pas peut-être. On a pensé à toi pour faire des essais pour la voix d'Obélix. Enfin, j'ai la cinquantaine, j'ai été baigné avec Astérix et Obélix, les BD, les dessins animés. Moi, ma voix principale, c'est Pierre Tornade. Après Pierre Tornade, il y a eu Jacques France, qui n'est plus, qui est décédé. Et donc, moi, j'arrive après tout ça. Mais rien qu'en disant cette phrase, j'arrive après tout ça, je me rends même pas compte que là, on est en train de me proposer le rôle d'Obélix, qui est en plus mon personnage préféré. Enfin, je préfère Obélix qu'à Astérix. Je me sens mieux en Obélix. Et, et que c'est Alexandre Astier avec qui je m'entends extrêmement bien, c'est pas mon ami, mais avec qui professionnellement il y a une vraie. Et je me dis, ce mec est. Enfin, c'est pas un métier où il y a forcément une énorme fidélité. Donc là, tout d'un coup, quand un gars comme ça vous repropose un truc, donc on travaille sur. Je passe en fait une audition extrêmement confortable parce que je commence à faire ce qu'on appelle des voix maquettes. Les voix maquettes, bon, on est en France, donc c'est pas de la synchro, il n'y a pas de bande rythmo. Donc en fait, on lit simplement un texte sur un truc. Donc, de temps en temps, on nous montre un animatique avec quelques dessins animés, mais en noir et blanc pour nous expliquer un petit peu la scène. Mais en fait, on lit un texte. Et en fait, pendant, je sais pas, peut-être un peu plus d'une semaine, mais étalé sur presque 2 mois. On me fait travailler, comme ça je reviens régulièrement, et puis je fais Obélix, je fais Obélix. Puis un jour, on me dit, bah écoute, on a montré à Uderzo un essai, et il a dit oui. Et donc je suis validé. Alors, je suis a priori déjà validé, si on ne me l'a pas dit, mais Alexandre voudrait bien que ça soit moi. Louis Clichy, qui est le co-réalisateur, voudrait bien que ça soit moi, mais il faut une validation, évidemment, des ayants droit et de, je suis validé, quoi. Voilà. Donc, et c'est marrant parce que finalement, les trucs des fois les plus gros, c'est que ça t'étonne et en même temps tu dis bon bah c'est moi. Maintenant il faut bosser quoi. Tu vois, donc le lendemain on t'appelle, il dit bah maintenant c'est plus des essais, on commence un truc. Tu vois. Mais bon, j'ai eu cette chance de faire ça doucement pendant une semaine. Je te dis sur 2 mois, je crois que c'était ça. Donc j'ai eu le temps de m'accaparer, on a eu le temps de m'accaparer la voix. J'ai eu le temps de me planter, c'est-à-dire de faire un peu n'importe quoi, d'en faire des tonnes pour essayer d'être à la hauteur de Pierre Tornade qui était ma référence, donc peut-être des fois un peu trop. Et puis tout d'un coup, on a un peu baissé, on s'est un peu rapproché de ma voix, naturellement, mais de... Et puis Alexandre, je suppose qu'il a fait appel à moi parce qu'il s'est dit, tiens, Guillaume arrive à transformer sa voix en roi Burgonde, on pourrait peut-être essayer.
Mais genre n'importe quel metteur en scène aurait été voir directement, et c'est pas une critique, c'est naturel, il aurait été voir un comédien de synchro super bon, qui aurait été capable de faire quelque chose de super bien. Bah non, il fait appel à moi, alors que je travaille une fois par an avec lui dans Kaamelott, c'était rien, presque rien. Mais je dis, tiens, si on essayait avec ce gars, quoi. Bah, c'est extrêmement rare dans ce métier, quoi. Pas d'expérience, j'ai pas d'expérience de synchro du tout et de voix. Oh là là, si je pouvais vous dire, j'ai ci, j'ai ça. Si, j'ai un gros projet, mais je ne suis pas encore validé. Ça concerne encore Obélix. En fait, Alain Chabat va faire l'adaptation de l'album Le Combat des Chefs, qui est un super album d'Astérix, donc, pardon. Et il fait ça pour Netflix, donc en plus à l'international. Enfin, Astérix a toujours été a toujours eu du mal à s'implanter aux États-Unis, ne serait-ce que pour le format. Vous savez, il y a le format Marvel qui est petit et le format A4 qui est français. Bon, peut-être les histoires de Gaulois, ça n'intéressait pas trop. Enfin bon, voilà. Là, c'est vraiment une porte ouverte là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et bah, j'attends pas là, pas de validation, mais j'attends que. Alors pour la petite histoire, j'échange des smileys cuisses de poulet et bougies d'anniversaire avec Alain Chabat sur Instagram. Mais c'est tout. Je pense qu'il doit savoir qui je suis. Je lui ai quand même envoyé un mail, un message en lui disant voilà, je suis prêt pour gagner le Menhir d'Or à repasser une audition. Enfin bon, voilà. Je me suis fait connaître. Il me connaît puisqu'il a vu le film Kaamelott dans lequel il joue lui-même, dans lequel je joue. Donc voilà, il doit savoir. Et puis comme je suppose qu'il s'entend plutôt pas mal avec Alexandre Astier, sans forcément lui donner des conseils, ils ont dû parler de ce projet, de savoir comment ça se passe, quelle est ta marge de manœuvre en tant qu'auteur, parce Alexandre a déjà fait une adaptation, il a fait une création de texte, et là Chabat il en fait une adaptation, et il va saucissonner un épisode en fait pardon, un album en plusieurs épisodes, quoi, voilà. Après, quand ça va se faire, je suppose que ça va bientôt commencer, mais là je viens d'apprendre qu'il allait faire un late show là, sur TF1 tous les soirs. Donc bon, il va sans doute trouver le moyen de commencer le truc, mais il a déjà, je crois, signé avec un studio à Toulouse, un gros studio de dessin animé, enfin des faiseurs de dessin. Donc c'est une histoire qui marche, mais alors quand, avec qui, je ne sais pas. On va m'appeler au dernier moment ou pas, enfin voilà. Je serais évidemment ravi, après Alexandre Astier, de continuer avec Alain Chabat, qui a l'air fort sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire.